Bonjour. Je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter ce cours de l'Unified Modeling Language qui est dédié spécialement pour les étudiants de l'école des mines de Rabat. Je me présente tout d'abord. Je suis Hamza El Razi. J'ai 24 ans. J'ai passé par l'école des mines de Rabat en filière management des systèmes d'information et de production. J'ai fait là-bas 2 ans de cycle d'ingénieur et actuellement je suis en triple cursus. Je prépare un diplôme d'ingénieur en génie informatique à l'école d'ingénieurs du littoral Cotopal, ainsi qu'un master en traitement de signalés des images à l'université de Calais. On commence notre formation en UML. Tout d'abord, l'UML, c'est un langage qui permet l'analyse et la conception des systèmes d'information. Qui dit analyse et conception des systèmes d'information, on va localiser ici le système d'information dans dans tout organisme. Tout organisme peut être divisé sous 3 systèmes. Un système stratégique, c'est au niveau de ce système que l'entreprise décide de son activité et on distingue le système d'information et le système opérant. Le système opérant, c'est le système qui applique les consignes et les stratégies du système stratégique. Et ce système opérant, il a besoin des matières premières afin qu'il applique ses consignes et pour produire finalement un produit fini. Mais avant d'arriver ici, le système stratégique communique ses informations et ses consignes au système opérant par le système d'information. Le système d'information, il joue ce rôle d'intermédiaire entre ces deux systèmes. Le système d'information, il collecte ces informations à partir de son macro-environnement et micro-environnement de l'entreprise. Il recueillit les informations à partir des clients de l'entreprise, à partir des fournisseurs de l'entreprise. Il collecte ces informations ainsi que les informations du système stratégique et les informations du système opérant et il les stocke, il les traite et il les diffuse. Ce sont en gros l'ensemble des fonctionnalités d'un système d'information. Le stockage, la collecte des informations, le traitement des informations et la diffusion des informations. Passons maintenant à définir l'UML. L'UML, c'est une abréviation de Unified Modeling Language. L'UML, c'est un langage d'analyse et de conception de systèmes d'information. L'UML, il sert ici. Voilà. L'UML est créé par une association américaine qui s'appelle l'OMG. L'OMG, c'est Object Management Group. C'est une association américaine qui a pour but, qui est à but non lucratif et qui a pour objectif la standardisation et promouvoir le modèle orienté objet. L'UML, c'est un langage d'analyse et de conception ou bien de modélisation des systèmes de données ou bien de systèmes d'information. Qui dit modélisation, on va définir tout d'abord qu'est-ce qui est un modèle. Un modèle, c'est une abstraction de la réalité. Souvent, les systèmes réels, ils sont complexes. Pour arriver à les déterminer et à les étudier afin de les améliorer, on aura besoin de faire des simplifications et d'éviter ces complexités. Du coup, on évite ces complexités et on arrive à un modèle simplifié. Ce modèle, il permet de décrire cette réalité, ce système réel. On aura un modèle qui va nous permettre d'étudier un système. C'est ici le modèle dans le cadre de l'UML, c'est un modèle pour décrire un système d'un point de vue des données. Les données qui circulent dans un système quelconque. L'UML, on a dit que c'est un langage de modélisation de données. Alors, qui est le langage de l'UML? Le langage de l'UML, il parle avec des diagrammes. Et en gros, il y a 13 diagrammes dans l'UML. Voilà. Ces 13 diagrammes sont
distribués sous trois axes de modélisation différents. Ça veut dire trois points de vue différents pour la modélisation. Donc, on distingue un point de vue statique d'un système, un point de vue dynamique d'un système et un point de vue fonctionnel. Pour le point de vue statique, c'est en fait tout ce qui est statique d'un système. Par exemple, si on veut construire un bâtiment, donc on aura besoin des murs, des chambres, de la cuisine, de la salle de bain, etc. Donc ce sont des trucs qui sont statiques dans un système. Ils sont là, ils ne changent pas. Et pour les fonctionnalités, donc pour un système, par exemple un bâtiment, ou bien pour la simplification, une maison, donc quelles sont les fonctionnalités qu'un système qui est dans notre cas une maison, quelles sont ses fonctionnalités? Donc quelles sont les fonctionnalités d'une maison? Une maison, elle peut proposer comme fonctionnalité de cuisinier. Donc on peut cuisiner dans la maison. Donc on peut reposer dans la maison. Donc on peut faire du sommeil, on peut regarder de la télévision. Donc ce sont tous des fonctionnalités qu'un système, que notre système qui est la maison, peut proposer à l'utilisateur. Et donc le point de vue de modélisation dynamique, c'est en fait, il propose les processus ou bien l'ensemble des instructions qu'une fonction doit faire. Donc, le système dynamique, il décrit chaque fonctionnalité. Ici, on décrit l'ensemble des fonctionnalités et ici, dans le point de vue dynamique, on travaille sur chacune de ces fonctionnalités d'un système et on les décrit l'ensemble des acteurs avec l'ensemble des instructions entre les acteurs. Donc voilà. Dans cette diapositive, j'ai mentionné les diagrammes les plus intéressants de ces 13 diagrammes. Donc on trouve dans l'axe statistique, dans l'axe statique, je m'excuse, le diagramme de classe. Et dans l'axe fonctionnel, le diagramme use case. Et dans l'axe dynamique, le diagramme de séquence. Donc, si vous étudiez ces trois diagrammes, ils vous sont nécessaires pour modéliser un système de ces trois points de vue. Donc, cette série de tutoriels se contente sur le diagramme de classe. Donc, on va commencer. On a déjà mentionné qu'un modèle, c'est une abstraction de la réalité. Ici, on a donc cette abstraction se divise sur trois niveaux. On distingue le niveau conceptuel de modélisation, le niveau logique et le niveau physique. Donc, essayez de vous concentrer bien sur cette partie. Pour le niveau conceptuel, en fait, on se contente seulement du processus métier de notre système. Donc, on évite tous les problèmes techniques. Ça veut dire, notre objectif final, c'est de produire, dans le cadre de ce cours UML, dans le cadre de ces technologies, donc, notre objectif final, c'est de produire un logiciel. C'est souvent de produire une solution digitale, ça veut dire un logiciel. Donc, dans le niveau conceptuel, on oublie que notre objectif est de produire un logiciel et on se contente seulement pour décrire le processus métier du client. Par exemple, si on a une école, on oublie que notre objectif est de produire un logiciel pour la gestion de l'école. Et on se contente sur la description du process métier au sein de cette école. Donc, dans l'école, on a un directeur, une administration, un directeur qui fait des réunions avec son staff administratif. On a des chefs de département sur chaque filière. On a des professeurs et des étudiants. La relation entre les professeurs et les étudiants, la relation entre le chef de département et l'ensemble des professeurs qui appartient à un département. Donc, on se contente seulement de la description du process métier et on oublie les contraintes techniques telles que on aura besoin d'un ordinateur pour produire le logiciel et de le faire marcher. On aura besoin d'un langage et de technologie, par exemple C++ ou VB.NET ou C# ou quoi que ce soit. Donc on oublie tous ces problèmes techniques et on se contente seulement du process métier du client qui est dans notre exemple une école. Donc on passe vers le niveau d'abstraction logique. Donc
après le niveau conceptuel, on commence euh, à s'approcher à notre objectif, qui est de produire un logiciel. Donc, on ne peut pas passer directement du niveau conceptuel vers le niveau physique. Il faut passer par un niveau d'abstraction intermédiaire qui est appelé le niveau logique ou bien le niveau organisationnel ou bien encore le niveau relationnel. Donc, ce niveau d'abstraction, c'est une phase intermédiaire. On applique des règles de transformation à partir du niveau conceptuel et on tombe sur notre modèle logique de données ou bien modèle organisationnel de données ou bien modèle relationnel de données. Et par la suite, on serait vraiment prêt pour produire notre système physique qui est le logiciel. Revenons à notre exemple de construire un bâtiment. Donc l'architecte, par exemple, c'est l'architecte qui fait le niveau d'abstraction et de modélisation conceptuelle. Donc il conceptualise la conception du bâtiment sur un bout de papier avec un crayon. Il fait le plan et il produit le plan du bâtiment. Donc il n'a besoin que d'un stylo et d'un papier. Par la suite, on ne peut pas passer vers notre objectif qui est de construire le bâtiment euh, que par passer par la détermination et l'approvisionnement des matières premières, le ciment et les matières premières en fait de construction du bâtiment. Et par la suite, lorsqu'on a ces matières premières qui sont dans notre système UML, ce sont en fait les technologies, les langages par exemple qu'on va utiliser. Donc lorsqu'on a euh, le modèle conceptuel avec les outils de la construction du système, donc on peut arriver finalement à notre système physique qui est en fait le logiciel lui-même qui permet de faire marcher l'ensemble des fonctionnalités que nous avons conceptualisées au niveau de notre système conceptuel dans lequel on a fait seulement la description du process métier qui vont répondre aux besoins du client. Donc, passons maintenant, déjà une information, le diagramme UML, c'est un diagramme de niveau d'abstraction conceptuelle. Donc le diagramme UML, il reste ici, dans ce niveau. Donc on peut appliquer le diagramme de classe, je parle exactement du diagramme de classe. Il est un diagramme de niveau conceptuel. Par la suite, on peut appliquer des règles de transformation et tomber sur le niveau logique. Et par la suite, à partir du niveau logique, il y a des outils qui peuvent produire directement le niveau physique de données, qui est dans le cadre des bases de données, le langage de définition de données, qui fait partie du langage SQL, Structured Query Language. Donc, passons en commençant donc la modélisation de l'orienté objet. Ça fait partie donc du diagramme de classe. Donc le diagramme de classe, il se divise en deux parties. C'est donc la modélisation de l'orienté objet, la modélisation d'une classe, de l'encapsulation, de l'héritage, du polymorphisme. On ne modélise pas l'objet dans le diagramme de classe parce qu'il y a déjà un diagramme qui s'appelle le diagramme d'objet. Donc il est là, voilà. Donc le diagramme de classe, on modélise la classe, l'encapsulation, l'héritage, le polymorphisme, et on modélise un autre truc qui est, voilà, qui est les relations entre les classes. Donc, dans un diagramme de classe, on a l'orienté objet, classe, polymorphisme, héritage, etc. Et on a les relations entre ces classes. Donc, ces relations entre ces classes, il faut les modéliser aussi. Si on a ces deux trucs, donc on peut être prêt pour produire un diagramme de classe. Donc commençons par vous montrer comment modéliser chacune des notions de l'orienté objet. La classe, l'objet, l'encapsulation, l'héritage et le polymorphisme. Donc une classe, pour révision du concept, donc ma propre définition, une classe c'est comme un type de données. Donc, quels sont les types de données que vous connaissez au niveau des langages comme le C++ ou bien le C ou bien le VB? Donc, ces types de données, on peut, les types de données primitives, on peut citer le type int, float, double, string, char, etc. Alors, la classe, c'est un type de données, on peut dire, complexe.
Donc, au sein d'une classe, on peut trouver des types de données primitives. Comme exemple, une voiture. Donc, une voiture, je ne peux pas dire int voiture, parce qu'une voiture, ce n'est pas seulement un numéro. Donc, on peut dire, on peut mettre dans notre classe voiture, qui est un type de données complexe, on peut mettre un attribut qui s'appelle par exemple matricule. Et donc cet attribut est de type int. Donc, au sein d'un type complexe qui est dans notre cas la voiture, on peut trouver un attribut qui s'appelle matricule et qui est de type int. On peut trouver un autre matricule qui s'appelle nom de la voiture, Clio ou bien Volkswagen, etc. On peut citer un autre exemple de classe, employé, cours, point. Dans les attributs de point, on peut trouver les coordonnées x, y et z, les étudiants, etc. Donc, une classe, elle contient des attributs. Donc, je viens de citer ça dans l'exemple de voiture, un attribut identifiant, un attribut nom de voiture, modèle, etc. Et elle contient aussi des méthodes. Donc, la classe, elle peut proposer des méthodes. Donc, par exemple, la voiture, parmi les méthodes qu'une voiture peut faire, c'est d'accélérer la vitesse. Donc, c'est une fonctionnalité, c'est une méthode qu'on peut coder au niveau de notre programme pour mesurer la vitesse, etc. Donc, les méthodes, par exemple, j'ai cité ici un exemple de méthode comme vous voyez dans les langages tels que le C++ ou bien le C. Ici, c'est la signature de la méthode, void affiché et les arguments int A, int B, et en général, ici, c'est le code. Le code, c'est l'ensemble des instructions qu'une fonctionnalité doit exécuter, à savoir printf, par exemple A, printf, la valeur de B. Donc voilà. Ce qui est important dans le diagramme de classe, c'est la modélisation de la classe. Ici, c'est juste un rappel de la notion de la classe. On passe maintenant à la modélisation de la classe. Donc, par exemple, si on a une classe professeur, on modélise une classe par un carré de cette façon, avec trois parties. La partie en haut, on met le nom de la classe. Et au milieu, on met les attributs. Deux points, le type de chaque attribut. Et en bas, on met la signature des méthodes, ou bien le nom des méthodes et ses arguments. Voilà. Donc, comme j'ai dit, chaque classe, alors non, c'est une nouvelle information, chaque classe contient un et un seul identifiant. Donc, normalement, l'identifiant, c'est en général un attribut ou bien une combinaison d'attributs. Mais l'identifiant, il doit être seul. Ça veut dire, si on choisit que l'id est l'identifiant de notre classe prof, on ne peut pas choisir un autre attribut et le mettre comme identifiant qui va définir notre classe. Donc, on ne peut pas choisir, par exemple, le nom et l'affecter comme attribut de cette classe professeur, si on a déjà choisi l'identifiant ID comme identifiant. Par contre, un identifiant, il peut être une combinaison d'attributs. C'est une information intéressante. Donc, un identifiant, il peut être une combinaison d'attributs. Donc, on ne peut pas choisir deux identifiants de la classe, ça veut dire deux attributs différents. Par contre, on peut faire la combinaison de ID avec la combinaison nom. Cette combinaison constitue notre seul identifiant. Voilà. Passons maintenant à la notion de l'objet. C'est juste pour un rappel, et l'objet ne fait pas partie du diagramme de classe. Mais juste pour rappel de la notion d'objet, l'objet est une instantiation d'une classe, c'est-à-dire la réservation d'un espace mémoire qui a pour taille la taille définie par sa classe. Donc, un exemple. Donc, pour vous expliquer ce concept, j'ai fait une analogie entre un type primitif, donc pour le type primitif int, et le type complexe, entre parenthèses, notre classe, prof. Donc, on a cette analogie. On a ici, le type c'est int, et le type ici, c'est prof qui est notre classe. Donc, A, c'est l'objet, c'est l'instanciation d'une case mémoire de dimension 4 octets, qui est la dimension d'un type int. Donc, voilà. Donc, A, ici, c'est un objet qui est en fait une instanciation d'une case mémoire
de taille 4 octets. De même ici pour notre classe prof, qui a deux attributs identifiants et non. Donc, on peut déclarer donc un objet et qui a le nom Hamza. Donc, cet objet, c'est une instantiation de la classe prof. Donc, on va dans notre mémoire et on va réserver une case mémoire qui a pour taille la taille de la classe prof. Et on va affecter le nom Hamza à cet objet. Et on va donc initialiser notre objet. Ça, c'est le constructeur de la classe. Donc, on va initialiser notre objet. L'identifiant, on va le donner 1. Et El Razi, c'est le nom ici. Donc, identifiant, c'est 1 et le nom, c'est El Razi. Voilà. Donc, remarque, comme j'ai dit, la modélisation de l'objet ne fait pas partie du diagramme de classe. Donc, comment on modélise déjà un objet? Donc, ça fait partie du diagramme d'objet. Donc, un objet, ici à gauche, c'est un diagramme de classe. C'est une classe entreprise avec une classe personne. Donc, une entreprise recrute deux ou plusieurs personnes, alors qu'une personne, elle travaille pour peut-être zéro entreprise, donc elle ne travaille pas, ou bien elle travaille pour une ou deux entreprises. Ça, c'est un intervalle, et ça, c'est un intervalle, c'est ce qu'on appelle les cardinalités. Donc, je vais vous expliquer ça par la suite. Ne vous inquiétez pas. Donc, pour passer au diagramme d'objet, donc on déclare un objet, comme j'ai dit, on déclare une classe par un carré avec le nom de la classe, les attributs et les méthodes ici. De même ici, l'objet, on déclare le nom de l'objet ici. Donc ici, on peut mettre var Hamza, prof, et on fait une ligne, un trait au-dessus. Au-dessous, désolé. Donc, c'est comme ça. Donc, notre classe, c'est entreprise. On veut faire une instantiation, ça veut dire un objet. Donc, on fait deux points et le nom entreprise et on fait un trait. Si on veut affecter un nom à cet objet ou bien à cette variable, donc, on va l'affecter de la manière suivante. On va mettre le mot-clé var et le nom de l'objet, deux points, le nom de la classe et un trait sur le tout. Et on va affecter, comme ici, les arguments du constructeur, on va affecter des valeurs à nos attributs de la classe pour le nom de type string et voici la valeur de ce string. On va mettre un trait sur le nom des associations et de même pour la classe personne, donc on a 0 à 2 personnes. Donc voilà. Non, on a 2 à plusieurs personnes. Donc on a un objet personne qui s'appelle P1, un objet personne sans aucun nom et un objet personne qui s'appelle P2. Donc voilà. Passons maintenant à l'encapsulation. Donc, dans l'orienté objet, l'encapsulation, c'est ce qui détermine la visibilité de l'attribut ou de la méthode d'une classe. Donc, on peut déterminer qu'un attribut peut être visible par les méthodes de la classe même où il appartient ou bien par les méthodes d'autres classes. Ceci se fait par ces mots, par l'encapsulation qui se traduit par trois types de visibilité. On distingue le type de visibilité private, protected et public. Pour private, donc, on modélise le type private par le trait moins, on modélise le type protected par le trait sharp, par le symbole sharp, et l'encapsulation public par le symbole plus. Dans cet exemple, l'attribut ici, il est déclaré public. Voilà. Donc, pour rappel, quand on déclare protected pour un attribut, c'est en général pour une classe qui est une classe mère. C'est dans le cas de l'héritage. Je vais vous expliquer ça par la suite, le concept de l'héritage. Donc, arrivons au concept de l'héritage. Donc, on travaille sur cet exemple. On va considérer que notre système est un clinique. Donc, dans notre clinique, nous avons des employés. Donc, c'est une classe employé qui a pour attribut ID et attribut nom de l'employé avec la méthode salaire de l'employé. Donc, on n'a pas un seul type d'employé dans notre clinique. Donc, on a plusieurs types, à savoir infirmier et docteur.
Ainsi, le docteur, on peut trouver un radiologue, chirurgien, on peut aussi ajouter d'autres comme un, un généraliste, etc. Donc, ce sont tous des employés. Donc, la meilleure méthode, c'est d'hériter d'une classe mère qui est généralisée. Donc, si on part du radiologue vers l'employé, c'est ce qu'on appelle une généralisation. Donc, on part de ce qui est spécifique à ce qui est général. Si on part cette fois-ci de l'employé en partant vers le radiologue ou bien le chirurgien, c'est ce qu'on appelle la spécification ou bien la spécialisation. On part du général vers le plus spécifique. Voilà. Donc, la modélisation de l'héritage se fait de cette manière. Donc, on met le triangle avec un trait qui va vers la classe phi. Et ceci veut dire que le docteur, il contient deux attributs automatiquement qui sont l'attribut de la classe mère. Donc le docteur, il contient un identifiant du docteur et un attribut nom du docteur. Ainsi, l'infirmier, il contient un identifiant et un nom. De même pour le chirurgien et le radiologue. De même pour la méthode, ces classes, ils héritent automatiquement la méthode salaire ici, ici, ici et ici. En partant maintenant au dernier truc dans cette vidéo, c'est la notion du polymorphisme. Donc la notion du polymorphisme et comment on la modélise dans le diagramme de classe. Donc j'ai noté la définition du polymorphisme dans cette diapositive. Le polymorphisme, c'est en fait la redéfinition des méthodes d'une classe mère dans une classe phi. Je vais vous expliquer dans notre exemple toujours. Dans notre cas de clinique, l'employé, il a pour méthode, dans la classe mère qui est l'employé, il a pour méthode salaire. Donc, si on calcule le salaire de l'infirmier et du docteur et du chirurgien et de radiologue par les mêmes instructions déclarées au sein du code de cette méthode salaire, donc on a un système qui ne marche pas, qui nous donne des salaires qui sont pas vrais, qui sont pas justes en fait. Parce que le salaire du docteur, ce n'est pas le même salaire que l'infirmier, ce n'est pas le même salaire que l'agent de sécurité dans la clinique, ce n'est pas le même salaire entre les docteurs elles-mêmes. Donc, de cette manière, si on travaille avec la même méthode déclarée ici, on aura des données injustes. Donc, la solution pour remédier à ce problème, vu que le docteur a besoin d'une méthode salaire et l'infirmier aussi, donc la solution c'est choix un des deux. Donc, soit on va déclarer d'autres méthodes ici avec d'autres signatures, ça veut dire ne sont pas appelées salaire, par exemple salaire docteur, salaire radiologue, salaire chirurgien et salaire infirmier, ou bien on va, de cette manière, notre code ne serait pas donc optimisé. Donc la meilleure façon, c'est de redéfinir la méthode salaire dans chacune de ces classes et de mettre dans chacune des classes le code homogène et juste pour le calcul du salaire de chaque type de classe. Pour le type infirmier, on va calculer son salaire. Pour le docteur même, pour chaque spécialisation de docteur. Donc, donc la meilleure méthode, c'est de redéfinir redéfinir cette méthode même dans chacune de ces classes. Donc, la modélisation de ceci se fait de cette manière. Donc, il suffit donc de noter le nom de la classe avec les arguments dans chacune des classes phi. Donc voilà, le fait d'écrire salaire ici, ça veut dire que le code qu'on va exécuter lorsqu'on va appeler la méthode salaire depuis un objet de type infirmier, cette méthode va exécuter le code qui existe dans la méthode salaire redéfinie au niveau de cette même classe. Par contre, si on n'a pas ici noté le nom de cette méthode, ça veut dire on va l'hériter comme elle est dans cette méthode employée et le code qui va s'exécuter ici, c'est exactement le code qui est entre les accolades de cette méthode salaire.
Et donc, si on a noté encore une fois le nom salaire, ça veut dire le code qui va s'exécuter, c'est le code qui existe ici et non pas ici. Donc voilà. Donc je vais en fait vous faire un autre vidéo. Pour ceci, je vous donne un rendez-vous. Essayez d'assimiler bien ces concepts et suivre la vidéo suivante. Merci pour votre attention. À toutes.